Très ravi de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h, le sommaire. Poursuite des formations des formateurs, des démembrements et des CARL par la CENI. Objectif à renforcer leurs capacités pour l'organisation des élections présidentielles du 18 octobre prochain. Manque de nourriture, de logement et d'accès aux soins sanitaires. Plus de 5000 réfugiés vivant sur le sol guinéen ont quotidien difficile en cette période de coronavirus. Vous les entendrez dans ce journal. Bienvenue à tous. Dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles le 18 octobre prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit la formation des formateurs, des démembrements et des CARL dans un réceptif hôtelier de la place. Et l'objectif est de former et renforcer les capacités opérationnelles des membres des démembrements de la CENI. Reportage Guénab Bangoura et Ibrahima Sori Souma. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Au total, ils sont 76 participants venant des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Les modules portent sur la révision du fichier électoral, les cas de compression, de radiation et tant d'autres. On va parler de l'OGE, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections. On va définir l'OGE, on va parler des types d'OGE. Et également, on parle des principes directeurs de l'OGE, qui sont des principes cardinaux auxquels tous les membres des démembrements sont soumis. Et on va également parler des principes d'éthique. Après ce module, on va parler du cadre juridique et institutionnel. Pour éviter la déperdition de l'information, la Commission électorale nationale indépendante opte pour le système de formation en cascade. Les formateurs que nous avons retenus ici, les 76, c'est eux qui vont former tant les membres de démembrement que les membres des KL. Et quand ils vont aller sur le terrain, ils ne vont pas former les formateurs locaux, ils vont former directement ceux qui doivent être formés. Mamadi Trouakaba précise que tous ces participants ont des compétences avérées dans le processus électoral. Ils répondent au profil exigé. Ce sont d'abord des enseignants, ce sont des personnes qui ont une expérience en matière électorale et nous avons bon espoir que tels qu'ils sont en train d'être bien formés, les restitutions seront faites dans les mêmes conditions. Cette formation se fera pendant 4 jours pour ces membres des démembrements et des CAERL. Ils disent apprécier la nouveauté dans ces modules. Nous sommes vraiment satisfaits du cadre logique ici de la formation. Il y a eu des nouveautés dans le processus. À ce qui concerne ici, des parties, là où on parle de fiches de transfert, hein, parce que d'autres fois on parlait de fiches de transfert mais qui n'ont pas été réalisées. Selon le chef administratif du département formation et éducation civique de la CENI, tous les membres des démembrements et les membres de CAERL seront soumis aux principes directeurs et des règles d'éthique. La nouvelle génération politique NGP est un nouveau mouvement politique qui vient de créer Badra Koné, l'ancien responsable de la jeunesse de l'UFR de Sidya Touré, dit vouloir susciter un véritable débat politique avec la jeune génération. Une partie de son combat est orientée contre les anciens Mohamed Valek Touré et Mohamed Aloussieni Kamara. Badra Koné, après sa démission au sein de l'UFR, lance officiellement la nouvelle génération politique. Le transfuge de l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidya Touré prend la tête du mouvement NGP pour, dit-il, changer la donne dans l'échiquier politique guinéen. Nous avons décidé de constituer un mouvement politique pour prendre position sur les questions de la nation, contribuer au débat d'idées et à l'animation de la vie politique dans notre pays. Ça n'est un de trop, disent déjà certains. Pourquoi n'avez-vous pas adhéré à un parti politique existant? Les partis d'opposition les plus grands et les acteurs de la société civile se battent contre les velléités de confiscation du pouvoir de M. Alpha Condé et ont mis en veilleuse leurs contradictions pour parler d'une seule voix. N'est-ce pas que créer un mouvement politique dans une telle conjoncture conduira à la fragilisation de l'opposition,
à l'éparpillement de ses forces, à coup sûr, un coup d'épée dans l'eau. La NJP est aussi un espace d'échange, un tremplin pour le leadership. Les citoyens dans ce mouvement vont être mobilisés autour d'un projet de société. La jeunesse constitue la France la plus importante de la population guinéenne. Elle est confrontée aux maux les plus cruels: désœuvrement, chômage, abandon moral, perversion, corruption, addiction à l'alcool et à la drogue. Cette jeunesse-là, ce sont aussi les hommes et les femmes qui se battent dans les conditions difficiles pour la gloire du pays. Dans les instances de décision de nos partis politiques, elle est encore sous-représentée. Et quand elle essaye, par entrisme, de changer les lignes du siècle de leur leader, elle est ostracisée. Aussitôt lancée, la NJP compte militer au sein du FNDC. Une rencontre est attendue pour discuter des modalités d'adhésion au mouvement de protestation contre un mandat supplémentaire du président Alpha Condé. C'est un reportage de Mohamed Valek Touré. Ousmane Dadi Camara est le nouveau président du Parti de Rassemblement Guinéen du Travail. Le RGT, créé depuis avril 1992, était dirigé par son fondateur qui occupe à présent le poste de vice-président chargé du conseil spécial du parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce dimanche au siège du parti à Yimbaya Taneri dans la commune de Matoto. Ouminatou Sidibé et Alsini Camara. Ousmane Dadi Camara, ancien sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, remplace le fondateur du parti, Mamou Mario Mara. Très heureux pour la confiance placée en lui, le nouveau président du RGT promet d'y mettre toute son énergie pour atteindre l'objectif assigné, celui d'évoluer dans le sens du développement de la Guinée et faire de lui un pays prospère. Ma priorité, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, c'est d'évoluer dans le sens du développement de mon pays, la Guinée. C'est de participer, de mettre mon grain de sel à l'évolution du parti RGT et du peuple de Guinée. Selon le fondateur du RGT, l'arrivée d'Ousmane Dadi Camara est le résultat d'une consultation qui a tenu compte des principes du parti. À la tête du Rassemblement guinéen du travail, les militants veulent avoir un homme travailleur. On attend de lui l'engagement, parce qu'un homme, c'est l'engagement. Il ne peut pas le seul travailler sur le terrain. Il a besoin de tous les membres du parti, et à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Mais s'il fait un engagement ferme, là, nous sommes déjà satisfaits, parce que c'est ce qui compte. Ousmane Dadi Camara, de son côté, s'engage à conduire ses nouvelles fonctions dans le strict respect des autres et du règlement intérieur du RGT. Je donne mon engagement pour conduire mes nouvelles fonctions dans l'esprit du respect des statuts et du règlement intérieur du parti RGT. Je reste et demeure à la disposition des militants du parti et du peuple de Guinée. Ousmane Dadi Camara était membre du parti au pouvoir RPG Arc-en-Ciel. Il a été choisi parmi 10 autres jeunes pour un mandat d'un an renouvelable une seule fois. Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, député issu des rangs de l'opposition, a été destitué le 3 juillet dernier au sein du groupe parlementaire de la mouvance. L'ancien 6e secrétaire parlementaire a été révoqué suite à sa prise de position sur la falsification de la Constitution. Abdoulaye Kourouma dit ne pas être ébranlé par cette destitution. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Kekebangoura l'ont rencontré ce matin. Suivez. Abdoulaye Kourouma était jusqu'au 2 juillet dernier 6e secrétaire parlementaire avant son exclusion le 3 juillet dernier de cette fonction. Cette décision s'est matérialisée par un vote à la majorité à l'Assemblée. Sa position contre la falsification de la nouvelle Constitution lui aurait coûté son poste. Rien ne s'était passé, c'est par rapport à notre prise de position. Avant tout, nous sommes de l'opposition. On ne peut pas être inféodé à la décision de la majorité présidentielle. Et il est de notre droit de dénoncer ce qui est à dénoncer, de dire ce qui est et ce qui doit être. Moi, je pense que ça ne peut que nous reconforter dans notre combat de l'opposition. Je ne peux pas dire oui à ce qui n'est pas bon pour le pays.
Sinon, j'ai été conseillé, honnêtement, il dit, tu fais comme on veut, soit on te sort du bureau. On ne m'intimide pas si vous voulez me sortir du bureau parce que je dénonce la mauvaise foi des exécutifs qui sont en train de modifier les lois, mettre les lois à leur solde. Cette histoire de constitution est à la base parce que j'étais le seul député qui s'est opposé pour que les lois soient organisées, soient adoptées à cette constitution qui n'est pas clarifiée. Cette exclusion reconforte le député dans sa position. Il promet de continuer son combat tout en dénonçant. Si par rapport à mes opinions politiques, à mes prises de position politiques, je suis exclu du bureau, je peux dire que je joue très bien mon rôle, je joue efficacement mon rôle et je les dérange. Mais je ne le regrette pas, je vais continuer le combat. Ce qu'il faut retenir, nous sommes à l'Assemblée avec eux, nous allons dénoncer. Le député exclu regrette par ailleurs la réception par urgence à l'Assemblée nationale des lois, ce qui, à ses yeux, n'est pas un bon héritage à léguer à la nouvelle génération. Le comité interparti a repris ses activités. L'opposition républicaine refuse d'y participer. Elle estime qu'il faut régler d'abord les problèmes du double scrutin du 22 mars dernier et assainir le fichier électoral pour une élection présidentielle libre et transparente. Mamadou Kalisso et Kernan Sadouba, reportage. Mieux vaut un glissement du calendrier électoral que d'organiser une élection tronquée au lendemain incertain, selon le vice-président de l'UFDG. Il compte user de tous les moyens légaux nécessaires pour faire plier le gouvernement. Les gens ont attendu volontairement de s'approcher de cette date pour dire qu'on n'a plus le temps de faire le travail qui doit être fait. Non, puisqu'ils l'ont fait volontairement, pour la date où nous allons, les Guinéens décideront de ce qu'ils feront après le 22 décembre, si l'élection n'a pas eu lieu. Mais d'abord, il faut créer les conditions objectives d'organisation d'une bonne élection pour que tous les Guinéens soient réconciliés, pour que le lendemain de l'élection, il y ait de la paix en Guinée, qu'on s'occupe maintenant des problèmes de développement, mais pas l'inverse. Selon ce cadre de l'UFDG, il est impossible d'organiser la prochaine présidentielle avec l'actuel fichier électoral miné, dit-il. Selon une enquête réalisée par sa formation politique, entre 2015 et 2019, le nombre d'électeurs a augmenté de 54% dans la région administrative de Kankan, contre 21% à Mamou. Dans certaines communes rurales, le nombre de votants a carrément doublé en 4 ans. En 4 ans, la population électorale a doublé. D'où vient-il? C'est Kintignan dans Sigiri. Sa population électorale est de 118,34%. Vous prenez Doko dans Sigiri, 112,30%. Vous prenez Dialakoro dans Mandiana, 100,20%. Vous prenez Kondianakoro dans Mandiana, 97,68%. Madina Wara dans Mali, 97,37%. Et Mandiana Centre, 94,2%. Et même certaines maintenant de ces populations-là, le nombre d'électeurs est supérieur à la population. Ça, c'est Mandiana Centre. Le corps électoral est de 133,75% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a beaucoup de doublons, beaucoup de triplons. Dans son obsession de respecter le délai légal, la Commission électorale nationale indépendante compte raccourcir ou supprimer certaines dispositions du code électoral, dénonce Aliou Kondé. Pourquoi nous allons nous asseoir et discuter avec eux d'une mascarade qui est en train de se préparer? Quand on supprime par exemple l'affichage des listes, mais c'est écrit dans nos textes, c'est écrit dans les textes de la CEDEAO, de l'Union africaine, que le fichier électoral doit être affiché et connu de tous et être consulté par chaque citoyen qui le désire avant les élections. Je dois savoir si je suis là-dedans ou si je n'y suis pas. Selon le vice-président de l'UFDG, toutes ces manœuvres de la CENI ont un seul but, celui de permettre au président Alpha Condé de briguer un mandat supplémentaire. Et puis, le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est également exprimé sur la désignation des chefs de quartier. Il accuse la CENI et le ministère de l'administration du territoire de vouloir retarder délibérément le processus. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. Ce que nous avions fait, c'était de montrer au ministère de l'administration du territoire que les résultats existent. Contrairement à ce qu'on lui a dit, nous avons exhibé. Même vous aussi, vous m'avez préparé, j'aurais pu vous préparer un exemplaire, mais je peux vous le montrer sur mon téléphone.
je peux vous le montrer tout à l'heure à la fin de l'émission, que les résultats de la CENI, que la CENI a les résultats dans ses démembrements. Vous avez dans les CEPI tous les résultats de la commune urbaine. Vous avez dans les CESPI tous les résultats des communes rurales. Nous avons dit au ministère que ce n'est pas à nous de vous amener les résultats, puisque dans la loi, c'est la CENI et vous qui devez travailler pour nous donner les résultats et donner la composition des conseils de quartier. Nous vous montrons une copie que les résultats existent. Allez dans les CEPI et dans les CESPI, allez nous prendre les résultats, amenez-les nous et ensemble, on va continuer de t'amener prêt à vous accompagner. Mais depuis qu'on l'a dit aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on s'est séparés, on est lundi, on attend toujours la réponse pour savoir de quoi il en est. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le quotidien des réfugiés vivant en Guinée est très difficile, surtout en cette période du coronavirus. Ils sont plus de 5000 en majorité des Ivoiriens qui vivent sur le sol guinéen. Des difficultés liées à un manque de nourriture, de logement, même l'accès aux soins sanitaires est un véritable casse-tête. Mamadou Sadio Baldé depuis Conakry pour le détail. Actuellement, ces 1316 réfugiés sont enregistrés et 1512 sont basés dans la capitale. Les Ivoiriens ont le plus grand nombre avec 4350. Le quotidien n'est pas rose, les barrières linguistiques est un véritable handicap pour les 15 nationalités qui se trouvent en Guinée. Djamé Bayo, de nationalité léonaise, est couturière. Avant l'apparition du virus, elle parvenait à se tirer d'affaires et subvenir aux besoins de la famille. À présent, elle a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle. Là où on se débrouille, tout est fermé. Il y a chacun qui se débrouille. Là où tu travailles, le patron il faut rentrer d'abord. Il y a certains qui font les ménages, le patron il faut rentrer d'abord. Comment tu vas nourrir tes enfants et tes familles? Vraiment, c'est horrible. Vivre loin de la terre de ses ancêtres, la barrière linguistique pose problème aux réfugiés, surtout non anglophones. Même si vous êtes un professionnel, dès qu'il y a un appel d'offres quelque part, la première des choses qu'il demande d'abord, il faut être la nationalité guinéenne. Il faut présenter une carte d'identité nationale. Et alors que vous avez une carte de réfugié. Parce que beaucoup ne parlent même pas français. Et beaucoup n'ont même pas parents qui vont les aider ici. Le manière que nous vivons en Guinée, c'est très difficile, quoi. La barrière linguistique n'est pas le seul obstacle des réfugiés. Lansana Camara, ivoirien, ne parvient pas à décrocher un boulot. Pourtant, il a son diplôme, dit-il. Majuscule, on n'a pas droit à l'emploi. Surtout même les étudiants, quand ils reviennent, ils sont sur le carreau. On ne peut pas travailler, prendre la place aux Guinéens. C'est même pas normal. Et la seule maison à laquelle nous on peut se référer, c'est le HCR. Et vous-même, vous voyez, les moyens du HCR sont limités. Faut-il envisager un retour un jour dans son pays d'origine? Ce n'est pas évident, répond Kerfa Lakone, réfugié libérien. La peur des représailles le hante toujours. Certains qui sont retournés, dans certains qui ont des cas de persécution dans leur pays d'origine, on ne peut pas se retourner. C'est à cause de ça que nous sommes toujours en République de Guinée. Ils veulent pour la plupart avoir un appui pour aller s'offrir une nouvelle vie dans les pays comme l'Australie ou les États-Unis. Faisant un détour à l'intérieur, plus précisément dans le district de Soulou à Gawal. Ce village manque presque de tout. Le seul poste de santé est sans toilette, sans fosse septique, encore moins de l'eau potable. Les agents de ce poste de santé sollicitent des moyens de déplacement pour être plus près de leurs patients. À Liuba, il y a séjourné, Mamadou Sadio Baldé commente ces images. Suivez. Un poste de santé flambant neuf pour le district de Soulou, situé à 19 km de la sous-préfecture de Touba. Grâce à l'ANAFIC, ces deux bâtiments, l'un dédié aux soins et l'autre construit pour le logement du personnel. Francine Loa est pour le moment assistée par un jeune de la localité. Elle se souvient des conditions de travail au début de l'aventure. Parce qu'au départ, le poste était en mauvais état, mais grâce au gouvernement, au professeur Alpha Condé, ANAFIC a construit un nouveau poste. Et il n'y avait pas de moyens de déplacement, mais grâce au projet, on a eu une moto âgée, plus un frigo, à des panneaux. Voici le premier bâtiment.
Il est construit depuis 1999. Francine n'a pas encore totalement quitté ses bureaux. Le paludisme est l'une des pathologies les plus fréquentes ici. Heureusement, elle n'enregistre pas de rupture en produits. Grâce au projet Stop Palud, nous ne sommes pas en manque de médicaments. Ça, les AR, les TDR, on les reçoit permanemment. Même tout récemment, Anafrique a envoyé des médicaments pour le nouveau poste. Un poste de santé, petit soit-il, ne peut fonctionner sans toilette, sans fosse septique, encore moins de l'eau potable. Donc ça reste la douche, la salle d'accouchement, les fosses septiques et le fourrage. On doit avoir un fourrage ici, mais on a des difficultés d'avoir de l'eau. L'eau est une denrée rare dans cette localité. D'ailleurs, les habitants, le bétail, se ravitaillent près d'un point d'eau et là aussi pendant l'hivernage. En saison sèche, il faut marcher au moins 4 km pour s'offrir une goutte d'eau. Et puis en interactualité, environ 200 guides organisent une flash mob à l'occasion de la réouverture du musée de Louvre. Faute de touristes, leurs revenus ont fondu et ils s'estiment les grands oubliés de la culture. Ils réclament, comme pour les intermites, une prolongation de leurs droits et de leur aide. Suivez. Cette fête tombe dans un mouvement populaire qui est appelé le Hirak. L'Algérie elle a eu son indépendance, mais le peuple considère que l'indépendance n'est pas acquise. Donc ils veulent reprendre leur destin en main. L'Algérie, le peuple algérien veut avoir son indépendance complètement. Il veut, dans son pays, avoir un État démocratique. C'est important d'être ici aujourd'hui parce que nous, en tant que jeunes Algériens, on n'a connu que 25 ans de règne de Bouteflika et des généraux. Donc là, on est là pour faire appel à l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance réelle de l'Algérie, et on est là pour ça. Je réclame avant tout la libération d'abord de tous les détenus d'opinion. On a le droit de penser autrement que le discours officiel. Et puis qu'ils partent, qu'on puisse organiser notre indépendance d'une manière pacifique et dignement. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par Bernard Koundouno. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne soirée avec les programmes d'Espace TV.